aussi bien des téléspectateurs. Et ça veut dire quoi, boutiquier, dans ce cas-là? C'est du respect, ça, boutiquier? Je dis qu'il y a donc... Attendez, il faut retirer ce mot, monsieur. Albertine Bichara, vous dites qu'une quinzaine de partis politiques. Et là, je suis en train de vouloir, non pas questionner votre honnêteté, mais penser que vous êtes désormais de connivence avec ceux qui traficotent la sémantique. Dites aux Camerounais que 15 boutiquiers politiques ont décidé de faire allégeance au président. Je vous en prie. Paul Maïs parlait de respect pour toutes les personnes, les leaders politiques, parce que c'est difficile de faire la politique. Je suis respectueux. Et vous appelez les gens de boutiquiers? Je suis mais arrêtez vos âneries, monsieur. Je suis respectueux. Vous n'êtes pas respectueux du tout. Aussi bien alors retirez le mot boutiquier. Ça veut dire quoi, boutiquier? Et ça veut dire quoi, boutiquier, dans ce cas-là? C'est du respect, ça, boutiquier? Je dis qu'il y a donc attendez, il faut retirer ce mot, monsieur. Des de boutiques politiques qui ont décidé de faire allégeance à celui qui est distributeur des privilèges. Monsieur Maël, Monsieur Ango, Président N'Djamène, il ne se passe pas un jour sans que les déchiquetures des corps de femmes ne soient présentées par les réseaux sociaux. Nous vivons tous ces enfants embrigadés par la délinquance qui consomment de façon stupéfiante de la drogue. Ne parlons pas de tel ou tel autre aspect. Vous pensez qu'un homme rationnellement constitué pourrait encore accorder sa confiance à celui qui est à l'origine de cette désagrégation de notre pays? Absolument pas. Ici, il faut donc sous-tendre leur démarche par une motivation strictement alimentaire. Il faut donc que les Camerounais retiennent que 15 boutiquiers politiques faméliques ont décidé d'accorder leur suffrage. Mais monsieur, vous dites n'importe quoi. Non, mais il faut retirer. Non, je ne peux pas accepter ça. Vous traitez les gens. Il parle du G20, je crois. Je crois qu'il parle du G20. Vous allez répondre. Oui. Vous inquiétez pas. Vous laissez terminer. Vous recadrez les choses. Vous allez terminer. Je ne peux pas laisser des propos comme ça inacceptables. Non, ce conglomérat de pseudo-hommes politiques ne bénéficiant d'aucune légitimité populaire en termes de représentants politiques, bien évidemment. Vous comprenez donc que ce sont des débrouillards qui ont décidé de converger vers celui qui peut donner de bons points, des bonbons, des biscuits ici. Là. Et il y a eu un précédent dans l'histoire politique de notre pays qui a fort opportunément a été relevé par Paul Maël, le ministre Momo, qui a heureusement bénéficié de la gratitude du président de la République. Chacun se dit, pourquoi pas moi? Très bien. Est-ce que le bâtonnier candidat à Keremouna voulait dire que à 92 ans, on est automatiquement incapable de gérer le pays? Ou est-ce qu'il pense réellement que la première dame, puisque je vois l'allusion qui a été faite par cette requête, avait sous sa dépendance le président de la République? Parce que c'est une question de droit. S'il y a incapacité du président, qu'elle soit intellectuelle, mentale ou psychologique, elle doit être constatée. D'abord, j'imagine, par des médecins assermentés, mais ensuite constatée officiellement par le Conseil constitutionnel. Il n'y a pas eu ce cas d'espèce. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que je pense que la vraie campagne, et si je peux me permettre de donner un conseil aux bâtonniers, c'est qu'il fallait consacrer cette pré-campagne sur son programme politique. Et non pas sur le fait de rendre inéligible un candidat. Ça, c'est peine perdue. Il est évident que, comme l'a rappelé Pourquoi ce serait peine perdue? Mais parce que, comme l'a rappelé votre reporter, les décisions du Conseil constitutionnel sont comme un dogme, comme disait quelqu'un. Elles sont donc sans recours. Donc c'est un débat stérile. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas gagner en popularité en demandant que l'un des candidats soit inéligible. Et ça donne l'impression qu'on a peur d'affronter quelqu'un. Effectivement, si, justement, le président Biya n'a plus de capacités, c'est l'occasion pour lui, pendant sa campagne, de démontrer qu'effectivement, le président ne peut plus. Et dans ce cas-là, acquérir le plus de suffrages possible. Ce n'est pas ce qui est fait. Donc, il faut rappeler le contexte. Le contexte, c'est les normes d'éligibilité. Et d'ailleurs, même, j'ai entendu dire à gauche à droite que la première dame n'était pas française. Non, elle est née d'un parent camerounais. Que dit la loi de 68, du 11 juin 1968? Un Camerounais, tout enfant légitime ou naturel, qui est né d'au moins un parent camerounais. Si ce n'était pas le cas, Joshua aussi serait disqualifié également, puisqu'il est né d'un parent suisse. Donc il y a un faux débat.
Il faudrait que le candidat de l'univers puisse consacrer cette dernière semaine à démontrer aux Camerounais qu'il pourrait faire mieux que Paul Biya, au lieu de s'engouffrer dans un débat sans fin. Débat stérile également, Sam Severango. Est-ce que le RDPC aujourd'hui ne devrait pas prouver que son candidat est capable? C'est un débat qui revient pour l'éthique, tout au moins, de cette campagne qui arrive, de ce processus électoral, de répondre à ces questions qui sont parfois posées sous table et parfois même au Conseil constitutionnel sur la capacité quand même de votre candidat à diriger finalement le pays s'il était élu au soir du 12 octobre. Non, le RDPC n'a rien à prouver du tout, comme le rappelait M. N'Djamène. Effectivement, c'est aux autres de démontrer qu'ils sont en capacité. Le RDPC a dirigé le pays de main de maître avec M. Paul Biya pendant des décennies, avec une certaine réussite. Donc on ne peut pas prétendre aujourd'hui que on a des choses à démontrer. Vous savez, petite digression, en 2017, moi j'avais tout claqué, tout renversé pour suivre le candidat Akérémona. J'ai quitté le groupe de presse parce que je croyais en lui. D'ailleurs, moi, je m'étais promis par élégance de ne pas avoir à reparler des personnes avec qui j'ai travaillé. Mais là, sur ce coup, moi, je suis complètement déçu. Mais il aura réussi une chose quand même, c'est déjà de faire parler de lui. C'est-à-dire qu'en pleine campagne, sans doute que son programme n'a pas un réel contenu et qu'il n'y avait pas des choses à dire sur son aptitude à pouvoir prendre le bateau Cameroun. Parce qu'en 2017, nous étions à Equinox, vous et moi. J'ai quitté Equinox parce que je comptais sur M. Akérémona en se disant, voilà, quelqu'un qui peut prendre les rênes. J'y croyais véritablement. Mais aujourd'hui, que voit-on? Non, il aura donc réussi à avoir beaucoup de micros autour de lui, à avoir des émissions entières dédiées sur des plateaux de ce dimanche, et on en parle. Ça fait du bien, c'est bien. On est déjà dans la pré-campagne. Mais c'est dommage, parce que du haut de sa stature, on se serait attendu à bien mieux. Parce qu'aujourd'hui, on est déjà presque dans la campagne, et on ne sait pas exactement qu'est-ce qui est dans le contenu. En 2018, dans le programme Nouvelle République, on nous disait que les choses importantes... Candidat du parti Univers mettra Akérémona sur l'inéligibilité du candidat Paul Biya à la prochaine présidentielle, et vous étiez en train de nous dire que vous étiez déçu par cette... Un peu déçu, parce que dans son programme de 2018, lui-même il rappelait trois choses qui doivent être prégnantes dans le bon fonctionnement d'un État. Il y avait la santé, il y avait entre autres aussi le droit, la justice. Donc il doit s'en tenir au droit tel qu'il est dit. Véritablement. Parce que il le soulignait à grands traits à l'époque. Donc aujourd'hui, on ne peut pas vouloir venir exciper l'inéligibilité d'un candidat alors que les candidatures ont déjà été bouclées, les recours véritables ont été déjà portés. Donc il nous ramène en arrière simplement parce qu'il y a comme une forme de vide et de vacuité dans son propre programme. Je pense qu'il faut qu'on aille à l'essentiel aujourd'hui. Et l'essentiel, c'est vraiment que la plupart, l'ensemble des candidats, au lieu de focaliser sur le principal candidat Paul Biya, dont on dit qu'il est tour à tour fatigué, qu'il est vieux, qu'il est absent et tout, mais quoi de plus normal pour qu'il nous présente les armes qui pourraient leur permettre de mieux diriger le pays? Non. Je pense que c'est un aveu d'inaptitude. Et d'ailleurs, la personne ou bien la personnalité ou bien le candidat qui aurait même pu être déclaré inéligible parmi les 11 ou 12, c'est M. Akérémona. Ah bon? Si on veut, à la limite, vous savez, parce qu'on a été même assez gentil avec lui, je vais vous le dire. Parce que dans l'escarcelle du parti Univers qu'il a emprunté pour se faire investir, il y a de gros problèmes. Vous savez que toute une vice-présidente qui était candidate là-bas dans Univers a été mise de côté. Il y a des soucis aujourd'hui. Je suis dérangé de parler de M. Nkoumvando avec qui je suis proche au niveau de l'Africa Foot. Mais malgré tout, ça ne fonctionne pas bien là-bas. Il y a des griefs et des griefs en interne, des démissions en cascade qui font qu'aujourd'hui, avec l'arrivée d'un candidat qui a été pistonné comme ça, sorti de nulle part, le parti Univers ne se porte plus bien. Bon, maintenant, je ne vais pas rentrer dans les dessous de ce qui se serait passé. Non, je crois que le ministre Grégoire Auna a bien rappelé opportunément que on doit aller à l'essentiel. Dans quelques jours, je crois que la campagne officielle va commencer et que les uns et les autres fourbissent leurs armes. Mais je suis un peu déçu par ce à quoi on assiste. Moi, j'étais dérangé de venir parler de ce sujet qui nous perd un peu de temps un dimanche comme celui-ci. Lui, David Lobé, une opposition mal de stratégie, c'est également ce qu'on a entendu lorsqu'on a évoqué ce recours de Maître Akérémona. N'est-il pas dans son droit, justement, d'estimer aujourd'hui que le président candidat du RDPC n'a pas du tout la capacité de diriger après le 12 octobre prochain? Cette requête de constatation d'inéligibilité du président
Biya par le candidat Keremouna n'est pas simplement un acte politico-juridique. Il s'agit davantage d'un diagnostic patriotique qui relève le type de gouvernance qui prévaut dans notre pays. Il met en relief la notion de l'intermédiarité, c'est-à-dire qu'il y a désormais un trait d'union, un intermédiaire qui vaque aux obligations régaliennes du président de la République. Et un ensemble de données connues, consacrées, visibles et palpables de tous peuvent être mises ici en relief. Primo, le palais. Le palais de l'unité est ce lieu où travaille le président de la République élu de la nation. C'est ce lieu où se prennent ces décisions qui engagent la vie, l'avenir et le devenir de notre pays. Le palais ne saurait être transmis en siège d'un parti politique vers lequel convergent des hordes de Camerounais venus faire allégeance à un candidat spécifique. Nous notons également qu'un haut fonctionnaire, Monsieur le ministre d'État, secrétaire général, s'est transmis un agent politique chargé de recevoir toutes les adulations de ces masses populaires qui y convergent. Il faudrait donc établir le distinguo net entre le siège politique du candidat qu'on veut adoubler et l'institution qu'est le palais de l'unité. Secondo, il y a cette patrimonialisation de l'État. Il y a au sein du gouvernement des ministres dont le bail est vingtenaire. Vous convenez avec moi que cette attitude ensemence la sclérose et l'immobilisme, toute chose qui conduit vers cette désagrégation de notre pays. Mais alors, est-ce que le dire est opportun aujourd'hui? Est-ce que justement l'opposition n'est pas attendue sur le terrain? Est-ce que le dire est également... Ce ne sont pas les faiblesses que vous pouvez utiliser au niveau de l'opposition pour finalement exercer Non, il ne s'agit d'un discours ni politicien ni électoraliste. C'est la présentation de faits tangibles qui a été clarifié par le candidat Mouna. Nous sommes juste en train de consolider cette posture. Ce sont des éléments que nous connaissons tous. Justement. Sauf la mauvaise foi des uns et des autres qui pourraient... C'est pour ça que je disais pourquoi revenir là-dessus, puisque justement c'est un peu connu. Il faut revenir dessus parce que nous sommes à une période charnière de la vie de notre nation. Nous sommes en train de converger vers l'élection de celui qui doit présider aux destinées de notre pays. Et il faudrait que tous les candidats soient connus dans leurs faits d'armes, dans leur bilan et dans ce qu'ils entreprennent faire. Il y a donc un candidat qui est désormais frappé d'inéligibilité du fait de ce que nous connaissons tous. C'est le candidat porté par le RDPC, le candidat Biya. Ah oui, Paul Mayel, vous voulez réagir? Je suis très amusé. Sam Sévérin, en gros, s'il voulait être totalement honnête, devrait commencer peut-être par expliquer aux téléspectateurs les raisons pour lesquelles il a quitté l'équipe d'Akeremouna en 2018. Ce n'était pas parce qu'il était déçu par son programme, c'est pour d'autres raisons que je ne reviendrai pas à évoquer ici parce que je n'aime pas parler de... Je vous l'ai dit, il ne faudrait pas que nous parlions d'un débat de personnes. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Mais Sam, quand même, on peut ne pas... Mais là, vous perdez du temps à parler de moi. Allez-y, il a la parole. On peut ne pas aimer quelqu'un, mais dire d'Akeremouna, un monsieur qui a été bâtonnier du Conseil de l'Ordre des avocats, qui a été président du Conseil économique et social de l'Union africaine, qui a été président de l'Union panafricaine des avocats, pour ne citer que ces responsabilités-là, qui a été président du conseil d'administration de Ecobank, et je pourrais, son CV est long d'une vingtaine de pages, dire de ce monsieur qu'aujourd'hui il pose des actions parce qu'il a envie d'être devant les caméras, voilà, je trouve ça un peu fort de café. Ce que je voudrais dire, Albertine, c'est qu'une fois encore, on assiste sur ce plateau à ce qui s'est passé au Conseil vendredi dernier. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on parle de tout, sauf de l'objet de la requête. Et je remercie M. Lobé d'avoir mentionné le fait que la requête était purement factuelle. Les pièces portées au dossier étaient eux aussi des éléments purement factuels. Si vous venez me dire aujourd'hui que questionner la capacité à gouverner d'un candidat à l'élection présidentielle à 2 mois de la dite élection est un débat superflu, je me demande quel est le débat le plus important. Il est important aujourd'hui que le Camerounais qui ira dans l'urne le 12 octobre prochain avec son bulletin dans la main
se pose la question si en déposant mon bulletin pour tel ou tel candidat, est-ce que cette personne est en capacité d'exercer le pouvoir pour lequel je le mandate ou est-ce que quelqu'un d'autre va l'exercer à côté? Le candidat a demandé à la Cour deux choses simples. Soit la comparution du candidat Paul Biya pour venir lui-même à la barre attester de ce qu'il est effectivement apte à diriger le pays, soit la production d'un bilan médical réalisé par des experts indépendants qui attesteraient donc ce que le candidat est apte à gouverner. On n'a eu ni l'un ni l'autre. Je vois le ministre Guéguaro, on a évoqué la présence du ministre directeur du cabinet civil. Effectivement, M. Mvondo-Ayolo, directeur du cabinet civil, donc proche collaborateur du chef de l'État, était dans la salle à 3 reprises. À la fin des plaidoiries, à 3 reprises, le président du Conseil a demandé est-ce que les mandataires veulent prendre la parole? Il n'y a que Grégoire Ona qui a répondu pour faire 2 précisions. Le directeur du cabinet civil aurait très bien pu se lever et dire ce qu'on a entendu là, dire que Monsieur le Président, je suis ici parce que je sors d'une séance de travail avec le président de la République. Nous avons commencé hier, nous continuons aujourd'hui et après ici, je vais repartir le voir. Il ne l'a pas fait. Donc aujourd'hui, qu'on dise que c'est un débat superfétatoire et qu'Akeremouna cherche du buzz, Akeremouna cherché du buzz dans ce pays, mais vraiment, ne charrions pas. Je vous relance, peut-être que ça me permet de vous relancer sur cette question que j'avais posée avant. Alors, non, mais ça vous me laissez quand même mener le plateau comme je le veux. Hein, merci. Alors, c'est une petite précision que je voudrais faire pour bien comprendre, parce que c'est de cela également qu'il s'agit. Alors là, le recours, c'était surtout pour remettre ce débat au goût du jour, le débat de la capacité du président Paul Biya à diriger le pays, parce que vous ne pensez pas vraiment que l'inéligibilité allait être constatée par le Conseil constitutionnel. Nous ne sommes pas totalement naïfs non plus. Les dernières sorties du Conseil constitutionnel ne nous laissaient pas penser que cette instance pourrait déclarer l'inéligibilité du candidat, mais une partie de notre objectif est atteinte en ce que le débat a effectivement lieu aujourd'hui, que les Camerounais, même si les éléments que nous avons évoqués sont connus de tous, des Camerounais aujourd'hui de plus en plus se posent la question de savoir est-ce que en portant le président Biya à la magistrature suprême le 12 octobre prochain, est-ce que nous ne donnerons pas le pouvoir à quelqu'un d'autre par procuration? Est-ce que le président... Parce que ce qu'il faut oublier, il faut pas oublier, s'il vous plaît, je voudrais apporter cette précision. Beaucoup de gens vont vous dire, oh, le président est assis dans son bureau tous les jours, il travaille tous les jours. Le président de la République n'est pas un fonctionnaire qui est évalué à sa capacité à aller au bureau tous les matins et à travailler. Le président de la République a une grosse partie de sa responsabilité qui consiste à des missions de représentation. Et c'est dans le cadre de ces missions de représentation qu'on l'a vu au sommet USA-États-Unis aux États-Unis, où il était dans une salle complètement perdue, demandant à son directeur de protocole, qu'est-ce que je fais là? Quels sont ces gens qui sont là? Pourquoi je dois prendre la parole? Je parle maintenant, est-ce que je suis assis? Ça, c'est des manquement cognitif important pour un homme qui a eu des responsabilités qui impliquent, et le président de la République prend des décisions qui impactent sur nos vies actuellement, mais également sur les vies futures. Vous venez de voir combien on vient de donner au ministre des Finances de chercher un emprunt obligataire de 930 milliards de francs. Vous n'allez pas payer ça cette année, donc ça a un impact sur les générations futures. Donc il est important que les gens, quand ils vont confier des responsabilités à un homme, et là aussi, je sors par là si vous le permettez, je sors par là très rapidement pour dire que le débat sur la capacité du président à gouverner est aussi prospectif. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde va vous dire, ah, dès qu'on est élu, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va régler le code électoral. Mais nous, on est très surpris que quand vous voulez faire le concours pour entrer à l'école à l'ENIEJ, on vous demande de produire un certificat médical pour montrer que vous êtes apte et ceci. Mais il n'y a aucune disposition dans la loi électorale qui demande à un candidat à la présidentielle de fournir son bilan médical qui puisse attester qu'il est apte physiquement, mentalement, cognitivement à diriger. Et ça, c'est questionnable. Une minute sur la question, parce que je voulais poser une autre, mais allez-y. Oui, j'étais dérangé, je prévoyais qu'il y aura cette petite passe d'armes entre M. Maël et moi. Et moi, je suis dérangé. Il faut qu'il évite d'invoquer. Il ne connaît pas les raisons pour lesquelles je suis parti de l'équipe. Sinon, je serais obligé d'évoquer les raisons dans lesquelles il est arrivé dans l'équipe. J'étais le premier à constater ce long CV. C'est ce que j'ai dit, Maël. C'est-à-dire que quand j'étais à Equinox, moi-même le long CV de Akere, je me suis dit, mais voilà le prochain chef d'État, je suis parti. Bon, maintenant, ce n'est pas de ça dont on parle, effectivement. On dit qu'il recherchait le buzz dans le cadre de la campagne électorale de 2025 qui est vide de son côté.
Donc, il a réussi à faire parler de lui et c'est le constat général de ce dimanche. Il est à la une de tous les plateaux. Et c'est bien, vous n'allez pas dire que ça ne vous profite pas quand même. Donc, et nous disons dans le même temps que c'est peine perdue, il doit se consacrer. Vous n'avez pas à définir votre projet de société sur les capacités cognitives du candidat Paul Biya. Non, sortez de là avec la bagatelle de connaissances sur les questions de gouvernance que vous lui reconnaissez. Mais pourquoi pas vous consacrer à cela? La vérité est qu'en 2018, M. Akere, d'ailleurs, n'était même plus candidat, il a rejoint M. Kamto, donc je ne peux même pas invoquer son classement. Et aujourd'hui, il y a d'autres candidats qui sont en avance. Je veux dire que même le candidat Kouemo, qui est sur le plateau, est beaucoup plus en avance par rapport au bâtonnier Akere Mouna, dans les sondages. Vous avez fait un donc, sondage, mais à la limite, aujourd'hui, quelle est la source de votre sondage? M. Temeron est d'accord, vous êtes devant le bâtonnier, non? Quelle est la source de votre sondage? Quelle est la source? Non, je suis un observateur. Ce que j'indique, c'est que la campagne du bâtonnier, du représentant du candidat de Univers est en mal. Et pour la relancer, il était question quand même d'imaginer quelque chose. Et j'imagine que c'est vous le conseiller spécial, parce que M. Maël, vous êtes tantôt porte-parole, tantôt conseiller spécial. Si c'est vous qui avez amené cette idée... Conseiller spécial et porte-parole. Et porte-parole, voilà, très bien. Donc l'idée émanant de vous. Donc, je vous dis donc que votre idée était mal choisie et maladroite, si c'est ce type de conseil, parce que c'est contre-productif. De la part d'un éminent juriste international, dans la plupart des organisations, on se serait attendu à bien mieux que ça. C'est ce que les Camerounais doivent retenir. Bon, vraiment, à partir de demain lundi, proposez-nous autre chose dans le cadre de votre campagne. Laissez le candidat du RDPC avec ce qu'il a à proposer. Si vous estimez qu'il n'est plus en capacité, alors tant mieux, profitez-en. C'est ce que nous disons. Très bien. Au moment justement, parce que ce débat, il faut être de mauvaise foi pour dire que c'est la première fois qu'on entend parler, la plupart des partis d'opposition, des communicants que nous recevons, reviennent souvent de façon claire, parfois subtilement, sur cette capacité du président, du candidat de votre parti, le président du RDPC, le président de la République, à pouvoir diriger désormais sur le long terme, hein, comme le dit. Et c'est à ce moment que certains partis d'opposition ont justement décidé de lui apporter son soutien. Je vais parler du candidat, du président de APAR sur ce plateau, qui lui a décidé de s'allier justement au G20, qu'on pourrait appeler aujourd'hui G35, mais qui reste G20 puisque nous avons appris que ce sera désormais comme ça la plateforme qui se veut plutôt être une vision. Est-ce qu'on peut savoir quels sont les arguments qui ont pesé pour que vous décidez aujourd'hui de quitter les rangs de l'opposition en ce qui concerne cette présidentielle et de vous allier au candidat Biya, qui, du point de vue de l'opposition, n'est pas la personne qu'il faut aujourd'hui, il n'a pas la capacité de diriger, a un bilan plutôt très mitigé, certains diront même un bilan catastrophique. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de rejoindre le G20? Tout d'abord, je voudrais dire un mot sur le débat qui vient d'avoir lieu tout à l'heure, sur la saisine du Conseil constitutionnel par le bâtonnier Akere Mouna. Pour rappeler que le contexte de la saisine, c'est l'article 118 alinéa 1, qui concerne l'inéligibilité du président sortant. Quand il se met volontairement en dépendance avec une personne, une organisation et une puissance étrangère au pluriel. Au pluriel. Ça veut donc dire que si on parle d'un débat sur la patrimonialisation du pouvoir, sur le bilan catastrophique du président Paul Biya, c'est un débat qui est peut-être légitime, qui est même légitime, mais qui doit se faire dans une campagne électorale. Le Conseil constitutionnel, c'est une maison du droit. On les a saisis sur la base de l'article 118 alinéa 1. Vous attendez à quoi? On n'a pas de débat périphérique à faire. La réponse de M. Clément Atangana, c'est que, à la forme, le citoyen camerounais, qui puisse être candidat à la présidence, a le droit de s'interroger. C'est tout. Mais sur le fond, il n'y a aucune base légale. Point final. Donc ne mélangez pas les genres. Je n'aime pas le mélange de genres. Maintenant, sur mon choix, il faut déjà distinguer l'électeur que je suis, qui choisit un candidat parmi les 12, et le soutien à un parti politique qui a investi ce candidat. Rappelez-vous qu'en 2002, M. François Hollande, qui est du Parti Socialiste, a appelé à voter M. Jacques Chirac, face à Jean-Marie Le Pen. Rappelez-vous. Donc, en fonction du contexte du casting, dans le cas du Cameroun, par exemple, il y a 12 candidats. Pour moi, je considère que les 11 candidats de l'opposition, quasiment tous, peut-être moins une personne, ont des liens très profonds, très avancés avec le régime en place. Ça veut dire que pour moi, c'est des faux opposants, au moins 10 sur 11.
J'ai la liberté de conscience de choisir le candidat que je veux, moi en tant que Célestin Djamène. C'est mon droit. Je ne parle pas d'adouber le bilan du président Paul Biya de 43 ans. Je ne parle pas de soutenir le RDPC. Je parle du choix d'un candidat sur 12. C'est ma liberté de choix et c'est ma liberté de conscience. J'estime qu'en termes de capacité, d'expérience, de stabilité et même de paix dont nécessite le pays aujourd'hui, le moins mauvais, c'est M. Paul Biya. Il faut qu'on le dise. Aujourd'hui, vous avez 11 candidats face à Paul Biya. Il y a 2 qui sont anciens ministres, qui ont fait croire au monde entier qu'ils sont des opposants. On est ministre le mardi, on est opposant le mercredi. Et les gens gobent tout et n'importe quoi. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et puis, ils avaient le pouvoir en tant que ministre. Ils pouvaient donc sauver l'opposition. Ils pouvaient sauver le peuple. Mais c'est quand ils ont perdu le pouvoir qu'ils prétendent sauver l'opposition. Mais c'est une fumisterie. Je ne peux pas les considérer comme des opposants. Pour moi, c'est des revenants et pas des opposants. Vous avez au moins 4 parlementaires, plus un conseiller municipal, me semble-t-il, un maire de Foumbal. Vous avez un triplet d'inconnus. Monsieur Carson Ateki, monsieur Arbé Bouga et monsieur Iodi Iram. Alors, ils sont aussi transparents que leur programme. Il y a aussi des connus, hein. Personne, les connus peut-être pas par vous, mais la majorité camerounaise ne le connaissent pas. Alors, quel est le programme? On ne le connaît pas. On ne vend pas un poisson dans l'eau. Alors, est-ce que vous considérez... Donc, c'est le choix de l'électeur que je suis sur un candidat parmi les 12. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous ne considérez plus ces anciens ministres comme étant des opposants. Est-ce que vous considérez comme un opposant encore aujourd'hui? Bien entendu, il ne s'agit pas ici... Attendez, vous pensez que M. Kodok n'était pas opposant? M. Kodok, quand il était entré au gouvernement, était un opposant. M. Momo a toujours son parti, il se considère comme un opposant. Ouais. La question de savoir, est-ce que l'électeur que je suis a la liberté de choisir? C'est tout. La question là, je ne suis pas en train de défendre un bilan de 43 ans. Je suis en train de dire que parmi les 12, le moins mauvais, le plus crédible en termes d'expérience, de stabilité, parce qu'on passe un tournoi assez important aujourd'hui. Il y a un contexte international qui est assez comment dirais-je, polémique. Je ne pense pas que les 11 opposants soient en mesure, mieux que Paul Biya, de garantir la stabilité et la paix dans ce pays. Paul Mayel, est-ce que justement ce ne sont pas des discours qui devraient aujourd'hui un peu scandaliser du côté de l'opposition? C'est vrai, il n'y a pas qu'une opposition, mais lorsqu'on a 15 partis politiques qui décident de rejoindre la coalition pour le parti au pouvoir et qu'on a un opposant qui affirme sur un plateau de télévision que les 11 autres opposants présents ne sont pas à même de faire le poids, est-ce que ça ne fragilise pas un peu l'opposition? Ça n'amène pas à se questionner sur la véritable force de l'opposition camerounaise aujourd'hui? Vous permettrez, au risque d'être un peu long, Albertine, de revenir, légèrement sur la précédente intervention de Sam Séverin pour dire que on peut ne pas aimer quelqu'un, je le maintiens encore, mais il faut minimalement être honnête avec les faits, parce que les faits, eux, sont têtus. Quand on dit que Akeremouna manque de visibilité par rapport à sa campagne électorale, je voudrais rappeler quelques petites choses. La première chose, c'est que c'est l'un des premiers candidats à avoir annoncé sa candidature. C'était le 28 septembre 2024. C'est l'un des premiers candidats à avoir constitué autour de lui une plateforme. C'est d'ailleurs cette plateforme qu'il a plébiscité pour être à la tête de la plateforme. La plateforme, c'est l'UPR, qui regroupe une dizaine de partis politiques et d'organisations de la société civile. C'est l'un des premiers candidats à avoir publié sa profession de foi, qui consiste en 8 piliers essentiels et à un programme de 100 jours qui est assez dense et assez connu. Donc, qu'on me dise aujourd'hui que ce monsieur-là a des difficultés dans sa campagne, c'est quelque chose qui m'amuse. Je voudrais également rappeler à M. Saméguin Roussa, par contre, il le sait très bien, qu'en 2018, Akeremouna a été l'un des candidats à avoir présenté un programme digne de ce nom. On avait produit un document qui avait 458 pages, qui était le résultat des travaux mené par une vingtaine d'experts pluridisciplinaires, parce que Akeremouna, il faut le rappeler également, a été le président du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le MAEB, et sur cette base-là, il avait commis une expertise, une évaluation du Cameroun, à l'issue de laquelle on avait consigné les recommandations de cette commission d'experts-là, qui faisait un vrai diagnostic de la situation du pays. Cette année, on a fait la même chose. On a mis cette fois-ci beaucoup moins, il y a 10 experts qui sont commis donc à l'actualisation des données qu'on avait en 2018. Maintenant,
pour revenir à la question que vous posiez, oui, je voudrais simplement dire à Célestin Djamène qu'autant il questionne et interroge l'opposition des autres candidats, autant son opposition à lui pourrait être questionnée, parce que vous avez en face de vous un monsieur qui a quand même navigué entre 3 formations politiques qui ont des idéologies totalement différentes. Mais comme... Célestin, 2 ou 3. Non, mais quand je vous ai connu... parce que je voudrais rappeler... Quelle est l'idéologie de la part? Vous la connaissez, l'idéologie de la part? Non, je voudrais rappeler à Célestin Djamène que quand il est revenu au Cameroun, j'ai